marche du monde. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Youssef Indy. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. La marche du monde. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Vous êtes sur ERFM, la radio en continu d'égalité et réconciliation. Et nous nous retrouvons aujourd'hui pour le 4e numéro de la marche du monde avec Youssef Indy. Salut Youssef. Salut Yann. Donc Youssef, nous sommes les spectateurs de ce début de campagne, cette campagne qui commence pour cette présidentielle qui s'annonce. Et nous continuons notre analyse de cette opération Zemmour qui continue, qui a eu un petit coup de mou ces dernières semaines, notamment suite aux attaques virulentes d'une certaine partie de la communauté. Chose qui a été très très bien décrite dans le dernier C'est parti mon kiki, que j'invite tous les auditeurs à voir et à revoir, si ce n'est pas le cas. Donc oui, cette opération Zemmour qui a connu un petit coup de mou, une petite campagne de presse négative. Et puis là c'est reparti. Week-end dernier, il a fait son grand raout à Villepinte, bien aidé par les antifas qui se sont occupés de sa communication. On voit que le truc est bien rodé. Le spectacle est bien rodé, oui. En tout cas. Chacun est bien à son poste. Et moi, qu'on puisse dire, c'est que ce sont des rouages qui fonctionnent encore très, très bien. Voilà. Donc Zemmour à la relance avec Knafo, il est en train d'étoffer son équipe et il enfonce le clou. Il essaye d'imposer un seul sujet, son sujet, l'identité et la sécurité. Oui, alors ça c'est son cheval de bataille. Il se concentre sur l'insécurité, l'immigration, l'identité et l'islam. L'islam, oui, bien sûr. Prioritairement, pour pas parler du reste, à savoir, on est entré dans une période de graves turbulences sociales, avec la séquence Gilets jaunes qui a commencé, donc séquence de révolte populaire et de confrontation en fait physique contre le pouvoir. S'en est suivi le Covid et la tyrannie sanitaire qui se met en place. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que Éric Zemmour se concentre sur les effets de la politique oligarchique depuis ces dernières décennies, disons les années 80, le tournant libéral et néolibéral, sans jamais remonter aux causes. Ce que je dis au début de mon dernier article, c'est que alors déjà, mon précédent article se terminait sur la question des Gilets jaunes et sur le fait que Bernard-Henri Lévy et Zemmour étaient tous les deux très gênés par ce mouvement des Gilets jaunes. Le BHL l'a traité par l'insulte, insultant les Gilets jaunes, et Éric Zemmour par le mépris. Et ce qui est intéressant, c'est que 2 semaines après cet article, BHL versus Zemmour, les deux faces du judaïsme politique, Éric Zemmour publie une vidéo titrée « Ce que je veux dire aux Gilets jaunes ». Alors, c'est la première fois, il me semble, depuis sa pré-campagne, qu'il s'adresse aux Gilets jaunes en leur disant en gros que la solution, ça va être la suppression de la taxe sur les carburants, la suppression du permis à points, à croire que les seules revendications des Gilets jaunes, c'était ça. Et cherchant les causes, justement, de ce mouvement, il énumérait, par exemple, le grand remplacement, disons, et l'immigration et l'islamisation des mœurs dans les cités. Oubliant qu'en fait, les Gilets jaunes, c'est la France périphérique, et dans la France périphérique, il n'y a pas vraiment, c'est pas les mêmes populations. Bref, mais en même temps, parce que Zemmour est aussi un adepte du en même temps, refuse de sortir de l'Union européenne, refuse de sortir de l'euro qui est un aggravateur en fait du système de libre-échange et de la financiarisation de l'économie, donc qui est une des causes de l'appauvrissement des Français. Donc Éric Zemmour refuse en fait de régler le problème à la source, et même s'il peut critiquer le libre-échange, à aucun moment il ne fait de propositions véritables protectionnistes, et quand bien même il parlerait de protectionnisme, ce qu'il ne fait pas vraiment, il ne pourrait pas mettre en place de politique protectionniste puisque l'Union européenne l'en empêche. Et l'euro, qui est une monnaie trop forte pour l'économie française, c'est un Deutschmark à l'échelle européenne, l'empêcherait de toute manière. Donc il est là pour traiter des causes
des effets sans jamais remonter aux causes. Ça nous rappelle un peu Sarkozy, en fait. Et c'est d'autant plus vrai là avec l'inflation qui commence à se déclarer dans la société française, hein, qui commence à se faire sentir. Hein. On va croire que les différentes politiques monétaires ultra laxistes de la Banque centrale européenne commencent finalement. On a attendu, mais on a l'impression que ça commence à arriver. Et donc les Français subissent une augmentation des prix massive, notamment dans l'énergie. Et donc c'est vrai que si en plus on couple à ça la révolte par rapport au pass sanitaire et à la tyrannie sanitaire. Et qu'on ajoute à ça, effectivement, parce que dans la tyrannie sanitaire, il y a un volet économique qui est en fait la destruction de l'économie française. Les services publics. Les confinements, les semi-confinements, les couvre-feux, les fermetures de destruction commerce. des petites entreprises et des indépendants. Exactement. On voit avec la fermeture des discothèques, on voit qu'il y a eu beaucoup de restaurants qui ont fermé. Et là-dessus, Éric Zemmour aussi est totalement silencieux. Parce que ce volet économique de la tyrannie sanitaire, ce n'est que le prolongement justement de cette politique économique de destruction des classes populaires dans un premier temps et des classes moyennes dans un second temps, qui a commencé dans les années 80, comme tu le sais. Le sentiment qu'il me donne, c'est qu'effectivement, il est là pour cliver, hein. On sent qu'il est là pour remettre du clivage gauche-droite dans le débat et justement essayer de faire oublier un peu la communion qu'avait pu être la révolte des Gilets jaunes, hein, où on avait vu dans les premières manifs des petits patrons manifester avec des employés, avec des gens qui étaient très précaires, même avec des sans-emploi. Donc c'était vraiment une communion. Et ça, je pense que ça a fait très très peur à l'élite dirigeante française. Et l'impression que j'ai, tu me diras, hein, mais j'ai l'impression que là, pour ce début de campagne, chacun est un peu dans son rôle. C'est-à-dire qu'on nous met Zemmour pour cliver à droite, et puis on a son sparring idéal à gauche qui est Mélenchon, en fait. Et chacun, en fait, gratte cette espèce de magma majoritaire, en fait, qui représente en fait la majorité des Français qui souffrent de la mondialisation. Et chacun est en fait en train de les cliver, de les diviser sur finalement des sujets annexes pour que ces gens ne se rendent pas compte que finalement, s'ils s'assemblaient, ils seraient majoritaires. Oui, alors en fait, on est vraiment dans une séquence historique d'abolition du clivage gauche-droite et de la réapparition, on l'a vu avec les Gilets jaunes, du clivage peuple-oligarchie. Jérôme Sainte-Marie dirait bloc élitaire, bloc populaire. Christophe Guilluy dirait France périphérique contre élite dirigeante. Peu importe, mais on est dans ce clivage-là. Et l'élection d'Emmanuel Macron était déjà en fait l'entrée de plein pied dans cette séquence historique. Ça avait déjà commencé un peu avec Sarkozy qui, juste après son élection, a débauché à gauche. Il a débauché dans le Parti socialiste. Mais avec Emmanuel Macron, on a officiellement l'abolition de la gauche et de la droite. Et les Gilets jaunes, c'est aussi ça. C'est aussi la mobilisation du peuple français. Donc les Gilets jaunes représentent la France périphérique qui représente 60% de la population, qui, toutes catégories sociales confondues dans la classe moyenne et les catégories populaires, se sont réunis contre ce pouvoir. Et cette opposition qui aurait pu être qualifiée de virtuelle jusque-là a été véritablement concrète et physique durant le mandat d'Emmanuel Macron. 1 an et demi après son élection, on a eu une confrontation physique entre le pouvoir et le peuple. Et effectivement, Éric Zemmour et Mélenchon sont là pour essayer de repolariser le discours politique, la confrontation idéologique sur des thématiques gauche-droite et sur des thématiques qui se ressemblent. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon a épousé en fait le gauchisme sociétal, parlant des questions de sexe, de féminisme et aussi racial. Sur l'immigration, hein, quand il parle de créolisation, finalement, c'est le miroir de Zemmour avec l'identité. La thématique, c'est la race. Et on l'a vu aussi avec l'épisode Traoré, avec Assa Traoré. Et ce qui est intéressant, c'est quand on remonte les filiations, les financiers et la hiérarchie, on retombe toujours sur les Rothschild. Que ce soit Macron, que ce soit Éric Zemmour ou que ce soit Assa Traoré. Tout à fait. Un article là-dessus. Assa Traoré qui travaillait, mais qui était mise en disposition par l'association Rothschild. Alors, j'ai plus le terme. Edmond de Rothschild, une association caritative. Hein, qui était dans un premier temps pour les enfants juifs et qui s'est élargie. Donc, elle a été mise en disponibilité, donc elle continue à toucher son salaire pour pouvoir faire son militantisme. Hein. Éric Zemmour, dont les deux piliers
piliers, un des piliers, notamment pour toutes les questions de financement, travaille chez Rothschild, et Nadler et Madar, et l'autre chez JP Morgan. Donc c'est ça. C'est bien tamponné City, Wall Street. Et même au niveau de la promotion, on avait d'un côté Assa Traoré qui était promu à l'international par le Time Magazine, oui, tout à fait, ouais. Et Éric Zemmour qui en 2019 était propulsé chantre de l'extrême droite, même idéologue, penseur de la droite nationale par le New York Times. Et j'ai dressé la liste des propriétaires du New York Times et du Time Magazine. Les choses sont très claires. Pour revenir à Mélenchon et Éric Zemmour, du point de vue de Mélenchon, en fait, de la gauche ou de l'extrême gauche, Éric Zemmour est le parfait adversaire. Mieux que Marine Le Pen, parce que Marine Le Pen a hérité du Front National du RN, lui-même RN Front National, qui a hérité de l'électorat du Parti communiste. Donc du point de vue de l'extrême gauche, du point de vue de Mélenchon, le RN pose un problème puisqu'il a du mal, il n'arrive pas à récupérer, disons, cet électorat populaire qui vote pour le RN. Alors qu'avec Éric Zemmour, c'est beaucoup plus simple. Éric Zemmour ne s'adresse pas aux catégories populaires. Lui, il le dit, il veut recréer un RPR. Donc en fait, une droite bourgeoise avec des cadres des CSP+, et des petits patrons, et son discours n'est pas tourné vers les catégories populaires. Donc si le système arrive à évincer Marine Le Pen de l'échiquier politique, la remplacer par Éric Zemmour, pour la gauche, disons, c'est tout bénef, puisqu'elle pourra prétendre récupérer cet électorat qui a été pris dans l'escarcelle du Front National historiquement. Donc Éric Zemmour, il est parfait pour la gauche, pour l'extrême gauche, et il est aussi parfait pour Emmanuel Macron, puisque dans son discours, il est plus provoquant, plus radical et plus clivant encore que Marine Le Pen. Et s'il se retrouve au second tour face à Emmanuel Macron est sûr de gagner. Alors que face à Marine Le Pen, malgré son incompétence, je veux dire, Emmanuel Macron est tellement détesté, son bilan est tellement catastrophique qu'elle pourrait, malgré elle, gagner face à Emmanuel Macron. Et sur le plan en fait sociologique, là on le comprend. Parce que, comme je le rapporte dans mon dernier article, l'électorat base, ou plutôt l'électorat qui a fait gagner Emmanuel Macron, je ne parle pas de la bourgeoisie de ce socle, mais je parle de cet électorat flottant, retraités et fonctionnaires qui ont fait gagner Emmanuel Macron, s'est érodé depuis le début de son quinquennat. Donc même sur le plan arithmétique, sur le plan sociologique, la sociologie électorale, Emmanuel Macron n'est même pas sûr de gagner, puisqu'il est certain que son électorat s'est érodé très gravement, on l'a vu aux européennes, depuis 2017. Et il ne faut pas se laisser tromper par les sondages. Je veux dire, oui, clairement, il a le forfait bloqué à 25%. C'est exactement dans toutes les configurations, c'est quand même un peu énorme. Les sondages, je pense, je le dis depuis plusieurs mois, je pense que les sondages sont faits pour faire accepter la population, lui faire accepter le résultat final. Un peu comme on a vu aux États-Unis avec Biden. Macron ne peut pas gagner sans fraude, en fait. Donc il a besoin de la fraude, je pense, et il a besoin d'Éric Zemmour. En fait, l'extrême gauche, Mélenchon, a besoin d'Éric Zemmour, Macron a besoin d'Éric Zemmour. D'où, effectivement, la disqualification médiatique de Marine Le Pen. Je reviens au mouvement des Gilets jaunes, qui a subi une ingénierie sociale et médiatique assez diabolique, puisque c'est vrai que le mouvement s'est terriblement essoufflé, alors que vraiment il y avait une ferveur très très forte, et que, je sais pas toi, mais moi j'y ai vraiment cru, je me suis vraiment dit qu'il allait se passer quelque chose. Bon, force est de constater qu'aujourd'hui il y a de quoi être déçu, pour plusieurs raisons, le traitement médiatique, ils ont réussi à diaboliser les Gilets jaunes, et puis il y a eu l'infiltration de la gauche, on connaît bien toutes ces raisons, mais d'un point de vue général, et tu le mentionnes dans ton dernier article, et je trouve ça vraiment passionnant, c'est que finalement ce qui est dramatique, c'est qu'on a quand même une majorité de Français qui partagent en fait finalement les mêmes préoccupations, mais qui sont les victimes de la mondialisation, et je pense que si on les additionne, on est largement au-delà de 60-70% de la population. Mais ce qui est frappant, c'est l'absence totale de conscience de classe de ce groupe. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ?
Oui, alors là-dessus, cet article est vraiment exclusivement sociologique, c'est-à-dire que je me base sur les travaux de Christophe Guilluy, le géographe, sur le démographe et anthropologue Emmanuel Todd, sur le sondeur et politologue Jérôme Fourquet, et aussi sur les travaux de Jérôme Sainte-Marie. Et il y a une idée, un concept formulé par Emmanuel Todd qui est tout à fait intéressant, c'est celui de bloc central atomisé. C'est-à-dire que vous avez la bourgeoisie d'un côté, vous avez les catégories populaires, disons, représentées par les gilets jaunes, et vous avez une masse centrale, selon Todd, c'est 50%, atomisée. C'est-à-dire que vous avez des employés, des techniciens, des artisans, des petits patrons qui ont deux points communs. Ils se marient entre eux. Il y a une interaction matrimoniale entre ces différentes catégories et ils sont appauvris. Et vers le bas, vous avez les ouvriers qualifiés qui s'agrègent à cette masse centrale, donc appauvrie. Et par le haut, vous avez les cadres supérieurs, en fait, CSP+, qui s'appauvrissent aussi, mais qui n'en sont pas conscients. Chez eux aussi, il y a une inconscience de classe, qui viennent s'agréger à ce bloc central. Et ce qui caractérise ce bloc central, c'est qu'il est... Donc, il est inconscient de son existence et il est totalement erratique sur le plan politique. C'est-à-dire qu'il peut voter Chirac, Macron, il n'y a aucune cohérence, quoi. Ségolène Royal, François Hollande. Il suit une trajectoire erratique. Et Emmanuel Todd, lui, table sur un cycle de lutte des classes sur 50 ans. Moi, je suis plus optimiste parce qu'il y a eu le coronavirus qui a, selon moi, été un accélérateur historique et un accélérateur des différents processus, notamment économiques et sociologiques, qui est en train de faire prendre conscience, je pense, à cette catégorie de la population, qu'on pourra appeler classe moyenne, de son appauvrissement et sa prise de conscience qu'elle a un ennemi avec le reste de la population, un ennemi commun, qui est Emmanuel Macron et l'oligarchie. Et on a commencé à le voir, en fait, cet été, durant je cite un autre sociologue cet été qui remarque que on a dans les manifestations contre le pass sanitaire maintenant des cadres supérieurs, donc qui appartiennent à la classe moyenne supérieure, qui eux sont sortis dans les rues non pas parce qu'ils étaient appauvris, même s'ils le sont, mais pour des questions justement contre le pass sanitaire, pour la liberté, etc. Mais le processus est enclenché. C'est-à-dire qu'ils ont mis un pied dans la rue. Et le processus de destruction de l'économie, qui est en fait une destruction programmée. Une destruction, et puis tout le monde va y avoir droit. Hein. Tout le monde va y avoir droit et tout le monde y a droit. Peut-être que ça va permettre à ce bloc central de prendre conscience de son existence. Et à partir de là, ce qui a été maîtrisé par le pouvoir, c'est-à-dire la première vague de contestation, de révolte, les Gilets jaunes, sera difficilement maîtrisable si les classes moyennes s'en mêlent, pour une raison simple. C'est que ces catégories sociales ne sont pas sous l'emprise des syndicats, ne sont pas sous l'emprise idéologique de l'extrême gauche et seront totalement hermétiques aux tentatives de récupération de l'extrême gauche, et elles fourniront à terme ce qui manquait en fait aux Gilets jaunes, c'est-à-dire des élites intellectuelles. Parce qu'on verra émerger des personnalités de ces catégories supérieures qui prendront en charge intellectuellement le mouvement de révolte. Et c'est là que ça peut être intéressant. Si moi j'en suis conscient, le pouvoir aussi en est conscient, d'où l'opération Zemmour. En fait, l'opération Zemmour a plusieurs volets. Tout à fait. Elle a un volet idéologique, elle a un volet même géopolitique, avec Éric Zemmour qui ne veut pas sortir de l'OTAN, et il y a un volet économique et un volet sociologique. Et le mouvement des Gilets jaunes a vraiment fait peur au pouvoir. Et d'ailleurs, souvenez-vous, Éric Zemmour sort son livre Destin français, où il y a des passages délirants sur Saint-Louis. Pas seulement sur Saint-Louis, mais aussi sur la France qui doit prendre exemple sur Israël, sinon elle s'abîme dans l'histoire. Ce livre sort en septembre 2018. En novembre 2018, 2 mois plus tard, il y a les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes viennent en fait
démontrer que la thèse d'Éric Zemmour du choc des civilisations qu'il allait trouver aux États-Unis d'ailleurs est erronée. C'est vrai que ça l'avait pris complètement à contre-pied, hein, on s'en rappelle, il avait un peu disparu. Hein, oui. Et effectivement, ça vient corroborer ce que tu dis, c'est que là, vraiment, ils nous le remettent de manière avec CNews notamment, qui nous a quand même infligé en prime time pendant un an non-stop, hein, ce qui est quand même fou quand on y pense. Hein, je veux dire, aucune personnalité politique n'a eu une telle couverture. Mais je voulais juste revenir sur Todd et sur ce que tu disais sur les Gilets jaunes, parce que Todd faisait un parallèle très intéressant avec mai 68 que tu soulignes dans ton article. Oui, alors, ce qui est intéressant, alors, ça n'a rien à voir avec mai 68, la nature du mouvement. Mais le parallèle qu'il fait est très intéressant, parce qu'il explique qu'au départ, il y a eu une révolte ouvrière et estudiantine, bien sûr. La révolte estudiantine, en fait, sociétale, a pris le pas sur la révolte ouvrière. Mais ce qu'il dit, c'est que, en fait, cette révolte mai 68 était en fait un adieu de la classe ouvrière, un adieu politique et idéologique, une reprise en main par les étudiants bourgeois. Il y a eu, dans un premier temps, une victoire, disons, un recul du pouvoir, puis dans un second temps, une reprise en main du pouvoir. Donc un recul avec les accords de Grenelle. Avec la hausse du SMIC, des vraies avancées sociales. Exactement. Puis le mouvement s'est essoufflé. Par contre, sur la durée, il y a eu une victoire de mai 68 indéniable, mais une victoire idéologique. Et là, ça rejoint le libéralisme libertaire. Exactement. Et ça rejoint là l'analyse de Christophe Guilluy par rapport à tout son travail sur la France périphérique. C'est que Guilluy dit la France périphérique a en fait gagné la bataille culturelle. C'est-à-dire que la France périphérique, comme disait la France d'en bas, Raffarin, a gagné la bataille idéologique dans le sens où elle a réussi à imposer un certain nombre de thèmes. Mais des gens comme Zemmour, eux, ne sont pas des leaders d'opinion. C'est-à-dire qu'ils écoutent la population et ils renvoient à la population via les médias une réponse déformée de ses attentes. Mais dans une volonté, on l'a dit, de recréer un clivage gauche-droite. Mais c'est comme des mouvements, tectoniques. C'est-à-dire qu'on peut essayer, par les médias, de noyer, en fait, le message qu'envoie le peuple, notamment avec les Gilets jaunes, mais la lame de fond, on ne peut pas l'arrêter. Donc, il y a un mouvement tectonique, on l'a vu avec les Gilets jaunes, ça a été une première secousse, il va y avoir des répliques, et finalement, il y aura une éruption volcanique extrêmement puissante que le discours de Zemmour, etc., et de Mélenchon ne pourront pas stopper. Donc, le parallèle que fait Todd avec mai 68 est tout à fait intéressant, parce que ça rejoint Guilluy disant que, au final, le mouvement des Gilets jaunes aura été, donc, à terme, une victoire culturelle et une victoire idéologique. Seulement, les Gilets jaunes n'ont pas encore trouvé leur champion, comme dirait Guilluy. Aux États-Unis, ils avaient trouvé leur champion, c'était Trump. Bien sûr. En France, il n'y en a pas. Alors, certains croient que Zemmour peut être le champion du peuple, mais Zemmour, en fait, il est le champion d'une bourgeoisie de droite identitaire. Absolument pas le champion de la France périphérique. Bien sûr. Donc ce qui est intéressant avec Zemmour, c'est qu'on constate qu'il est bien sûr poussé par l'oligarchie. Il faut vraiment être aveugle pour pas le voir. Je veux dire, ne serait-ce que sa couverture sur CNews, ses levées de fonds à Londres. Il est quand même allé 2 fois à Londres pour faire des levées de fonds auprès de la City. Donc en fait, clairement, il est poussé. Je pense, il est validé par Rothschild. Mais on sent que ça crée des remous dans la communauté. On sent clairement que certains thèmes, notamment sa réhabilitation de Pétain, entre guillemets. Enfin, on sent finalement que... alors, tu me diras ce que tu en penses, mais on sent qu'une partie de l'oligarchie juive française, notamment ce qu'on pourrait appeler les Israélites, les historiques, si je puis dire, Rothschild, pousse Zemmour, donc comme tu l'as très bien expliqué, pour remettre du clivage gauche-droite et pour essayer de se sortir... de cette mouvance que tu viens de décrire, qui a été très bien incarnée par les Gilets jaunes. Et l'impression que j'ai, c'est un peu comme aux échecs. Tu sais, des fois, on est obligé de sacrifier une pièce pour pouvoir faire mat. Et l'impression que j'ai, c'est que donc les élites, le consistoire, les Israélites de France, poussent Zemmour
en lui laissant tenir certains discours sur ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, pour pouvoir justement avoir un discours très droitier qui doit faire son deuil de la Shoah et du culte de la Shoah. Et on sent que ce sacrifice de pièces, finalement, on sent bien que c'est l'antiracisme des années 80 sous bannière juive ashkénaze. Hein. On sent bien ça, et ça fait grincer des dents. Alors, pour comprendre cette affaire qui est intéressante et compliquée à comprendre, il faut commencer par le niveau supérieur, c'est-à-dire la confrontation à l'échelle internationale au sein de la communauté juive. J'en avais parlé, j'avais écrit d'ailleurs des articles là-dessus. C'était l'opposition incarnée entre Landauer, le président du Congrès juif mondial, qui a financé quasiment toute la carrière de Netanyahou, et Netanyahou. En fait, Ronald Lauder, celui qui tient les cosmétiques, oui, c'était oui, Lauder. C'est exactement ça. Lauder, lui, représente, disons, la branche sioniste libérale du judaïsme américain. Netanyahou, lui, avec le Likoud, qui n'est plus au pouvoir, mais les Likoudniks et toutes les ramifications en fait juives orthodoxes sont toujours au pouvoir, notamment avec Naftali Bennett, qui est un fanatique juif beaucoup plus radical encore que Netanyahou, ont pris le pouvoir en Israël. Et du point de vue en fait de la diaspora juive, la haute bourgeoisie juive, ce tournant religieux, donc ce retour aux sources du judaïsme sioniste, met en danger la diaspora juive qui, elle, n'entend pas aller vivre en Israël. Et à ce moment-là, il y a eu deux articles de lettres ouvertes en fait de Lauder dans le New York Times contre Netanyahou. Et même à l'intérieur d'Israël, il y a une confrontation entre la gauche juive représentée par Haaretz et les Likoudniks. Et ce que reproche en fait la gauche juive internationale et en Israël à Netanyahou et aux Likoudniks, c'est de tendre la main aux populistes et aux héritiers en fait de l'extrême droite européenne et américaine, disant en fait, pour résumer, vous êtes en train de remettre en question le statu quo. Ce qui permet à Israël de survivre, c'est notamment la Shoah, c'est-à-dire le culte de la Shoah, mais aussi l'alliance avec les démocraties. Et en validant, en fait, les Orban, etc., vous validez, c'est ce que dit Haaretz, vous êtes en train de valider l'extrême droite antisémite. Pendant que vous tendez la main à Orban en le soutenant contre Soros, vous validez la politique en fait, historique de l'extrême droite, notamment en Hongrie, qui a réhabilité, qui a érigé deux statues de Hongrois qui ont contribué à la déportation de dizaines, voire de centaines de milliers de Juifs. Donc en fait, ces dernières années, c'est ça le tableau, en gros, de la confrontation idéologique dans le monde juif. Ouais. Ça, c'est pour le niveau international. Ouais. Mais est-ce qu'au niveau français, avec Zemmour, est-ce qu'il n'y a pas une spécificité française ? Parce que le sentiment que j'ai, c'est que, comme je l'ai dit, on a l'impression quand même que les Israélites, les Juifs historiques, ceux qui sont là depuis la Révolution française, et qui tiennent d'une main de fer tout l'appareil financier qui fait un peu office qui est une charge en fait pour la France qui travaille, clairement. Est-ce que finalement, comme je te l'ai dit, elle pousse pas Zemmour justement pour essayer de sauver un peu la face, quoi, et sauver ce qui peut l'être, parce qu'elle voit bien qu'il y a une véritable montée de la grogne populaire qui s'est manifestée avec les Gilets jaunes, et on voit que là, ce qui arrive avec l'emballement de l'inflation, là, clairement, je pense qu'il y a peut-être une petite peur de leur côté, et donc ils poussent Zemmour pour raviver ce clivage gauche-droite. Donc, est-ce qu'on n'a pas là une petite spécificité française ? Alors, en fait, voilà. Maintenant, on va en venir à la spécificité française.
Et en fait, il faut passer à l'international, à l'histoire du judaïsme et sa confrontation interne pour comprendre ce qui se passe en France, parce que ce qui s'est passé en France depuis un peu plus d'un siècle est le reflet, en gros, du rapport du judaïsme politique à l'Europe, à l'Occident et à ces mouvements nationalistes anti-juifs. Bon, maintenant, il faut remonter dans l'histoire. Cette confrontation entre juifs de gauche, représentés par la LICRA, etc., et juifs de droite, est ancienne. Et effectivement, on l'a vu, on a pu la constater, même avant la Seconde Guerre mondiale et même avant l'occupation allemande. Je m'explique. En France, il y a ce qu'on appelle, tu l'as dit, les Israélites, ce qu'on appelait avant les Français juifs de vieille souche, qui ont une histoire spécifique, parce que dès le lendemain de la Révolution française, ils ont obtenu la citoyenneté, un certain nombre même de privilèges, et les Juifs de France, les Israélites, avaient réussi à se maintenir et à vivre assez paisiblement, mis à part les quelques heures avec les ligues antisémites de la fin du 19e siècle, et puis ensuite il y a eu l'affaire Stavisky, etc. Et en France, il y avait, à l'époque de l'affaire Dreyfus, 80 000 juifs. À partir des pogroms qu'il y a eu en Europe centrale, Europe de l'Est, qui sont peut-être aussi une conséquence de l'activisme révolutionnaire des Juifs en Russie. Je renvoie au livre de Solzhenitsyn, Deux siècles ensemble, qui montre qu'en fait, à partir des années 1880, il y a eu des mouvements, une poussée de fièvre révolutionnaire dans les milieux juifs, qui a causé des heurts assez importants en Europe, en Russie, parce qu'il y a eu la première tentative révolutionnaire de 1905. Puis, comme tu le sais, il y a eu, après la République de Weimar, la révolution de 1918. Et dans cette période-là, entre, disons, 1905 et 1938, il y a eu des vagues migratoires très importantes vers la France de juifs ashkénazes. Et donc, je le disais, les juifs étaient 80 000 en France au début du XXe siècle. En 1938, ils étaient, selon les estimations, 300 000. Donc, on a eu une augmentation démographique des Juifs extrêmement importante qui a été vue d'un très mauvais œil par, je dirais pas les Juifs de droite, parce qu'à l'époque, c'était pas vraiment cela, mais par le consistoire, qui était en fait l'organisation juive qui s'occupait des questions cultuelles, et aussi le grand rabbin de Paris, par exemple, qui condamnait très violemment et l'immigration juive venue de l'Est, et aussi la gauche juive de l'époque, représentée notamment par la LICA, parce que ces Israélites du consistoire et du rabbinat, les autorités juives de l'époque, pointaient du doigt le fait que les gens de la LICA, par exemple, les juifs de gauche, mettaient en avant la qualité de juifs. On était dans une époque où, je l'ai dit, il y a eu quand même les ligues antisémites à la fin du XIXe siècle, des confrontations très importantes, notamment contre des hauts fonctionnaires juifs qui a appliqué les lois anti-catholiques. Donc, on était face à une hiérarchie juive extrêmement fébrile. Et il y a des textes du grand rabbin, par exemple, de Paris, Julien Veil, ou le président du consistoire de Paris, Roger de Rothschild, qui était extrêmement virulent contre ces vagues migratoires, ce qui disait 95% des immigrés en France étaient des juifs. Et il les appelait les racailles. Emmanuel Berle, qui va devenir après la plume du maréchal Pétain, qui était un juif, pareil, israélite, juif de vieille souche, il les appelait les déchets. Et en fait, il considérait que ces juifs-là allaient faire exploser l'antisémitisme. Donc là, c'est vraiment l'oligarchie juive de l'époque, c'est les Rothschild, parce que, je l'ai dit, le président du consistoire de Paris, c'est Roger de Rothschild. Le président du consistoire de France, c'est son cousin Édouard de Rothschild. D'ailleurs, après la défaite, ils ont tous les deux quitté la France. Et en fait, c'est ce qui permet de comprendre justement le sujet abordé par Xavier Poussard et Alain Soral durant l'émission C'est parti mon kiki. C'est que
la création de l'UGIF par Xavier Vallat, juste après le début de l'occupation, se situe dans la continuité de cette opposition entre les juifs de vieille souche israélites et ces juifs venus de l'étranger. Et c'est pour cela qu'il y a eu une distinction, parce qu'en fait, le problème, c'est que aujourd'hui, et les juifs et les non-juifs s'imaginent qu'il y a une cohésion, qu'il y a une communauté juive, alors que, surtout à l'époque, c'était beaucoup plus net. Les juifs de vieille souche, israélites, étaient vraiment... Il y avait un particularisme français juif à l'époque. Et par exemple, le grand rabbin de Paris a demandé en 1936 à Léon Blum de refuser de prendre la présidence à l'époque. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient peur qu'un juif de gauche, donc socialiste, donc appartenant à cette branche révolutionnaire, accède au pouvoir et qu'il augmente l'antisémitisme. Mais aujourd'hui, la confrontation entre Zemmour et BHL se fait toujours avec le même objectif. C'est que BHL reproche à Zemmour, en fait, de flirter avec l'extrême droite et donc de valider l'antisémitisme qui peut être dangereux. C'est le reproche de Lauder à Netanyahou, c'est le reproche de Haaretz aux dirigeants likoudniks israéliens. Et lui, Éric Zemmour, lui reproche à BHL par son exubérance et justement son discours anti-français, d'augmenter lui aussi l'antisémitisme. Voilà. Donc en fait, ils ont tous les deux les mêmes objectifs, comme à l'époque d'ailleurs, mais par des voies tout à fait différentes. D'accord. Mais est-ce qu'on peut, selon toi, dire que donc les Israélites, donc les Juifs historiques, avec Zemmour qui serait quelque part leur envoyé, puisqu'ils se revendiquent beaucoup de ce discours-là des Juifs historiques, qu'on est français avant d'être juif, c'est très fort dans le discours de Zemmour, et ça vient s'inscrire complètement en faux avec tout ce qu'on peut entendre justement de la gauche juive qui a porté l'antiracisme depuis les années 80. Est-ce que finalement on n'assiste pas là à la liquidation de ces élites juives de gauche, et sans vouloir faire un parallèle trop posé, mais est-ce que, toute proportion gardée, bien sûr, comme quand les Israélites finalement avec l'UGIF se sont débarrassés des juifs, des immigrés juifs venus de l'Est, est-ce qu'on ne revit pas un peu cette scène, mais dans les idées, j'entends dans les idées, pas du tout. En fait, c'est toujours le même objectif. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de liquider finalement ces immigrés de l'Est pour reprendre la main? En fait, c'est toujours le même objectif. C'est-à-dire qu'à l'époque, vous aviez à la tête de consistoire, je l'ai dit, les Rothschild et en fait toute l'oligarchie juive de l'époque, parce que c'était une coterie. Alors, il y avait des rivalités entre l'UGIF et le consistoire. Pas parce que le consistoire condamnait l'UGIF, parce que l'UGIF donnait les listes et les adresses des enfants juifs étrangers qu'il fallait rafler et déporter, parce que c'est ce qu'a fait l'UGIF, il faut le dire, c'est l'organisation des œuvres juives de France créée par Vallat, qui était à la tête du Haut Commissariat aux questions juives, mais le consistoire simplement craignait d'être remplacé par l'UGIF. Ils voulaient simplement maintenir leur position. Mais quand ils ont dénoncé les juifs ashkénazes révolutionnaires avant même l'occupation, il faut le dire, ce dont je vous parle, c'est en 1936 et 1938, les textes de Julien Veil, de Jacques Elbronner à la tête du consistoire, Oui, ils étaient très hostiles à cette immigration. C'était en 36-38, bien donc sûr. il n'y avait bien pas avant les nazis. Il n'y avait pas la pression nazie. Il n'y avait pas Hitler au pouvoir. Donc en France, il y avait Hitler au pouvoir et pas en France. Pas en France. En fait, c'était une façon, je l'ai dit, de ne pas faire augmenter l'antisémitisme, parce que l'augmentation de l'antisémitisme, c'était une remise en cause de leur position. Donc il fallait liquider ces juifs ashkénazes, il fallait les sacrifier pour sauver
les Israélites, les Juifs français. Et aujourd'hui, c'est un peu la même chose. Ben oui, avec l'islam, en fait. Enfin, avec l'immigration musulmane, en fait. Exactement. Voilà. Avec Zemmour, c'est-à-dire qu'à l'époque, on avait le consistoire avec les Rothschild et l'oligarchie. Aujourd'hui, avec Zemmour, on a toujours quand même l'ombre de Rothschild de la banque. En tout cas, Zemmour est peut-être pas israélite, mais en tout cas, il se revendique clairement de cette filiation. Il se rattache à cette tradition, bien sûr. Parce que lui, il n'est pas israélite, c'est un juif berbère appartenant à la Confédération des tribus de Zemmour, naturalisé français par le décret Crémieux, Adolphe Crémieux, président de l'Organisation israélite universelle et ministre de la Justice en 1870. Donc on en revient à Zemmour, c'est toujours le même objectif, c'est-à-dire qu'il faut attaquer ces juifs de gauche, représentés aujourd'hui par la LICRA et hier par la LICA, aujourd'hui par Bernard-Henri Lévy, pour maintenir les positions du judaïsme politique en France. C'est-à-dire que l'opération Zemmour, c'est le renouvellement du bail politique, mais c'est aussi le renouvellement du bail du judaïsme politique. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Et aujourd'hui, qui il faut sacrifier, tu l'as dit, pour maintenir cette position, c'est un sacrifice symbolique de la gauche juive, du judaïsme de l'aile gauche, et aussi de l'islam. C'est-à-dire que les musulmans et les immigrés, aujourd'hui, jouent le rôle des immigrés ashkénazes de l'époque. Sauf que, contrairement aux ashkénazes de l'époque, ils n'étaient pas porteurs d'un esprit révolutionnaire. Alors, peut-être, je vais vous donner quelques citations pour situer l'époque. Pour situer l'époque et que vous n'imaginiez pas que ça sort de mon esprit. Donc, je vais vous donner des citations précises. En juin 1933, 4 mois après l'arrivée de Hitler au pouvoir, Jacques Heilbronner, membre éminent du consistoire central israélite de France, déclarait, je cite, « La France, comme n'importe quel autre pays, a ses chômeurs et tous les réfugiés juifs d'Allemagne ne méritent pas de rester. S'il y a 100 à 150 grands intellectuels qui vaillent la peine de garder en France, car ce sont des scientifiques ou des chimistes qui détiennent des secrets que nos propres chimistes ignorent, nous les garderons. Mais les 7 000, 8 000, peut-être 10 000 juifs qui arriveront en France, est-il vraiment dans notre intérêt de les garder ? En 1936, déjà vice-président du consistoire, il revenait à la charge accusant les réfugiés juifs de n'être que de la racaille, le rebut de la société, des éléments qui n'auraient pu être d'aucune utilité chez eux. En 1935, dans un discours devant l'Assemblée générale de l'Association consistoriale israélite de Paris, Robert de Rothschild, président du consistoire de Paris, avait critiqué les agissements de certains juifs immigrés. Je cite Roger de Rothschild. « Ils arrivent parmi nous avec leurs souvenirs de Pologne, de Roumanie ou n'importe où et forment un nouveau petit État indépendant en France. C'est extrêmement dangereux parce qu'il faut que les éléments étrangers tâche de s'assimiler le plus possible aux éléments français. Surtout en ce moment-ci où, avec la crise qui sévit en France, avec le particularisme qui sévit partout, avec le nationalisme, est née une xénophobie qui dégénère malheureusement en antisémitisme puisque 95% des étrangers sont des juifs. J'ai eu la charge de la question des réfugiés allemands et vous le savez peut-être, ce sont des Haloutzim, pionniers, terme désignant les défricheurs de terre en Palestine, plus ou moins sionistes qui ont installé de petites communautés en province, ont dressé des jeunes gens à l'agriculture pour en faire des candidats utiles pour l'émigration en Palestine. Il s'agissait déjà, chez les autorités, notamment Rothschild juives en France, de préparer à l'émigration en Palestine. Donc, dans le cadre du foyer national juif. Je continue. Roger de Rothschild. Au commencement, 2 d'entre eux, Saltiel et Liechtenstein, s'en occupaient. Ils ont été appelés en Palestine et cette organisation est restée entre les mains
d'autres personnes. Il y avait une colonie à Nazareth, une commune de la France au nom prédestiné en Lot-et-Garonne. Tout allait très bien et les jeunes gens se sont amusés à se promener partout en chantant des hymnes, en se livrant à des manifestations extrêmes. Ils ont réussi à choquer la population, la brave population paysanne. On disait, ce sont des boches. Le résultat en a été de graves difficultés. Eh bien, il faut que les Juifs se mettent ceci dans la tête. Nous avons été étrangers sur la terre d'Égypte. En attendant qu'ils s'adaptent, qu'ils soient naturalisés, qu'ils aient fait leur service militaire, qu'ils aient en somme dans leur patente de français, il faut qu'ils s'arrangent pour ne pas donner sujet à des observations. Ils peuvent avoir des idées politiques, mais qu'ils n'essayent pas, d'une façon ou d'une autre, de saper l'autorité. S'ils ne sont pas contents, qu'ils s'en aillent. Ils sont des invités qu'on reçoit avec plaisir, mais il ne faut pas qu'ils cassent la vaisselle. Je pourrais encore continuer comme ça. Et ce qui est dingue, c'est qu'on voit que finalement, on peut constater quand même, ces 50, 60, 70 dernières années, l'influence incroyable qu'ont eu ces juifs ashkénazes, en fait, qui ont immigré aux États-Unis et en Europe. Et qui ont colonisé les chaires universitaires. Je veux dire, aux États-Unis, vous voyez, par exemple, la Fed, à part le dernier, mais tous les derniers présidents de la Fed étaient juifs ashkénazes, dans les médias, et en France, c'est pareil. Donc, et ils sont derrière aussi les courants de pensée comme l'école de Francfort. Enfin, et aussi mai 68. Et aussi mai 68, avec Cohn-Bendit, Weber et compagnie. Et c'est vrai qu'ils avaient ce potentiel révolutionnaire. Et partout où ils sont allés, en fait, finalement, ils ont, entre guillemets, un peu foutu le bordel et un peu mis tout en dessous. Donc, il y a toujours cette crainte de l'antisémitisme, comme je le dis. Et effectivement, Zemmour... Alors, ce qu'il faut dire, en fait, c'est que le consistoire, l'UGIF, en fait, les élites juives de l'époque, ont activement collaboré avec le gouvernement de Vichy. Et il y avait des personnalités peu connues à l'époque qui étaient proches de Vichy, proches du maréchal Pétain, comme par exemple Kadmi Cohen. Personne ne connaît Kadmi Cohen, mais Kadmi Cohen était un juif, je crois, de Pologne, qui a été ensuite élevé en Palestine occupée au foyer national juif, qui a fait une partie de ses études à Constantinople puis en France. Il était proche de Chaim Weizmann, qui était à la tête de l'organisation sioniste internationale, qui allait devenir le premier président israélien en 1848. Et il était aussi proche de Jabotinsky. Et lui rencontrait le maréchal Pétain, il rencontrait Valin, il rencontrait les dirigeants français parce qu'il était en train de les convaincre, comme les sionistes en Allemagne, de pousser en fait les Juifs à aller émigrer en Palestine occupée. Et quelqu'un comme Kadmi Cohen était en relation avec Heilbronner, mais il y avait des bisbilles internes, il y avait des rivalités, mais ils allaient tous dans le même sens, celui de la collaboration. Et le gouvernement de Vichy à l'époque voyait d'un très bon œil cette idée d'envoyer les Juifs, notamment ashkénazes, en Palestine occupée. Et comme quelqu'un comme lui était un lecteur et un admirateur de Maurras et de l'Action française. Donc en fait, aujourd'hui, Zemmour, quand il dit Israël, en fait, c'est Barès, et c'est pas du tout Zola, BHL et Zola à Paris, Barès à Jérusalem, en fait, il se réinscrit dans cette tradition de juifs sionistes d'extrême droite, collaborationnistes à l'époque, qui avaient des intérêts communs avec les nazis à l'époque et le gouvernement de Vichy, parce que les uns voulaient se débarrasser des Juifs et les autres voulaient repeupler la Palestine. Donc il y a vraiment une tradition, il y a vraiment une tradition d'extrême droite juive, sioniste, collaborationniste. Et lui simplement, Éric Zemmour, même s'il le dit pas, il se rattache à cette tradition-là. Et les Juifs de gauche, les libéraux, eux disent non, attention, c'est extrêmement dangereux. Parce que, comme un certain nombre de collaborationnistes juifs de l'époque, ils ont fait preuve de beaucoup de zèle et parfois ils ont été déportés malgré le zèle. Parce que parfois les Allemands ne faisaient pas de distinction. Et pour l'anecdote, il y avait des capots juifs français dans les camps qui non seulement géraient les camps, mais en plus de ça allaient dans la rue
et repérait des juifs ashkénazes pour les rafler. Ah oui, il leur demandait du feu, par exemple, en yiddish. Il repérait des juifs dans la rue, des types physiques juifs. Il s'approchait d'eux, il leur demandait en yiddish s'ils avaient du feu. Et si il sortait le feu et qui répondait, donc qui comprenait le yiddish, avec deux gros bras, il les prenait, il les ramenait dans le camp, il les faisait rafler. C'était ça, le juif, les collaborationnistes juifs à l'époque. Donc c'est effectivement une histoire très intéressante. Et comme le disait Xavier Alain Soral récemment, c'est une histoire explosive dont il faut parler. Et peut-être que mon prochain article sera sur le sujet où je rapporterai des éléments intéressants. Ok, parfait. Écoute, merci Youssef. Discussion passionnante. Merci à toi. On continue à suivre l'actualité de près. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette édition de la Marche du Monde sur ERFM. J'invite tous les auditeurs à nous soutenir. Toutes ces émissions nécessitent du travail et le travail bien fait nécessite salaire. Je ne vous apprends rien. Donc n'hésitez surtout pas à faire un don récurrent, notamment au financement participatif de la rédaction auquel se joint la radio ERFM. N'hésitez pas, ça nous donne de la visibilité et ça nous permet d'investir dans des nouvelles émissions. Et pour les souscripteurs du financement participatif de la rédaction, je vous dis à tout de suite pour les bonus.